Salut à tous la team Well, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Les amis, ce sont les 5 choses que nous avons apprises après PSG Olympique Lyonnais, après cette défaite absolument rageante, frustrante. Mettez le mot que vous voulez. En tout cas, je vous remercie au nom de toute l'équipe de Lyon Fan TV pour les 12 000 abonnés. Merci beaucoup, vraiment. C'est grâce à vous qu'on atteint des sommets. On est la première chaîne YouTube en termes d'audience consacrée au contenu olympique lyonnais. Donc ça, c'est topissime et c'est grâce à vous. Et on continue à monter, à vous faire des concepts qui, je pense, vous ravissent. Et on essaye aussi, les gars, de vous donner du plaisir le plus possible. Donc, un grand merci à vous. On va rentrer dans le vif du sujet. On a fait le débriefing à chaud hier. Vous avez été aussi très nombreux à être là. N'hésitez pas à vous abonner. C'est important, même si on a dépassé les 12 000 abonnés. Abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, posez un like, mettez la cloche. Voilà, vous connaissez toute la démarche, en tout cas. Revenons dans le vif du sujet. Les 5 choses que nous avons apprises après ce match-là. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai eu beaucoup de mal à dormir la nuit dernière. Non seulement parce qu'il y avait mon fils qui dormait pas super bien, mais parce que j'ai beaucoup pensé à ce match-là. Et je pense que pas mal de supporters ont eu la même réaction, même au boulot. Vous arrivez, pour ceux qui ne sont pas supporters de l'OL, c'est des colibets, c'est des blagues. Ça va 2 minutes, c'est rigolo 2 minutes, mais ça peut être très énervant à la longue. Et c'est là où on voit que l'Olympique Lyonnais, même à Lyon, n'est pas forcément un club aimé. C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de supporters dans la rue qui portent le maillot de l'Olympique Lyonnais, mais à contrario, vous pourriez dire Thomas, toi tu ne portes jamais le maillot de l'OL dans tes vidéos. C'est vrai aussi, mais je vais dire l'Olympique Lyonnais quand même est un club qui divise en termes de supportariat. On est autant un club détesté qu'un club aimé. C'est assez particulier comme ressenti. On a souvent été considéré comme un club bourgeois. Et Mauricio Pochettino, lui, quand il a présenté le match, il a dit « La rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais est un match historique de la Ligue 1 ». C'est un choc aujourd'hui de la Ligue 1. Parce que, je vous le rappelais aussi, on est l'équipe en Ligue 1 qui a battu le plus le Paris Saint-Germain sous l'ère QSI. On les a gagnés au Parc OL, on les a gagnés chez eux la saison dernière. Donc rien que ça fait que on ne rate pas ces rendez-vous face au Paris Saint-Germain, face à un club État, voilà, qui a un argent phénoménal, qui a des moyens financiers colossaux. Et puis nous, on veut rester, comme le dit Jean-Michel Aulas, un club de province, un club géré, comment dire, pas familialement, mais en tout cas avec des valeurs, avec de l'éthique. Et voilà, mais donc ça fait des matchs toujours très haletants. Et c'était le cas hier. C'était un match extrêmement intense. Intense, si je dois retenir un mot, intense. Les deux équipes ont fait un pressing de malade mental. Il y avait du jeu, il y avait de l'intensité, il y avait des occasions. On ne s'est pas ennuyé, franchement, dans ce match-là. Mais il y a un fait de jeu qu'on est tous d'accord pour dire qui a modifié le cours du match. Moi, hier, je parlais de ce fait de jeu comme un fait de jeu discutable. Je parle du pénalty accordé au Paris Saint-Germain sur la prétendue faute de Malo Gusto sur Neymar. Effectivement, quand vous revoyez la faute, quand j'ai revu la faute, il n'y a même pas de doute. Et c'est le premier point que je voudrais aborder. La première chose que nous avons apprise du match d'hier, c'est que nous avons été arnaqués par l'arbitrage hier soir. Très clairement. Parce qu'il y a eu une décision ubuesque de M. Turpin. Il y a eu surtout une décision ubuesque de la VAR. Parce que dans la cabine de la VAR, je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que c'est plus un camion, ils lui ont dit non, il y a réellement faute de Malo Gusto sur Neymar. Alors qu'on voit très bien que Neymar tire les cheveux de Malo Gusto, lui pousse sur la nuque. Enfin, il y a une véritable faute de Neymar. Mais derrière, bien évidemment, à peine vous le touchez, il tombe dans la surface.
Donc oui, il y a une erreur manifeste d'arbitrage. Vraiment, on peut parler aussi du carton rouge qui aurait pu être donné à Di Maria sur la faute sur Cacré. Voilà. Et surtout, c'était un moment où on menait au score, que on était en train de prendre l'ascendant physique, l'ascendant tactique. Finalement, on était en train de faire un bon coup. On était en train de le gagner, ce match-là. Et ce penalty-là, il nous a coupé l'herbe sous le pied et il a surtout donné un regain de forme aux Parisiens qui étaient empêtrés, qui étaient dans le doute, etc. Et c'est pour ça que on peut être aujourd'hui en rage contre ça. C'était le cas de Jean-Michel Aulas, c'était le cas de beaucoup de figures de l'Olympique lyonnais, voilà, pour ceux qui travaillent sur la chaîne de l'OL notamment. Les relais communication de l'OL qui aujourd'hui, par David Barbet, influenceur lyonnais sur les réseaux sociaux qui est proche de la communication du club, qui faisait une pétition pour que les arbitres aient non seulement des oreilles, parce qu'ils l'ont, c'est n'importe quoi ce que je dis, mais surtout qu'on les entende, qu'ils aient des micros. C'est quelque chose en tout cas que quand on discutait un petit peu à l'époque avec le directeur de la com, c'était quelque chose qui était déjà dans les tuyaux, ils voulaient faire des enquêtes d'opinion là-dessus. Là aujourd'hui c'est idoine pour eux, donc il y a une erreur d'arbitrage manifeste. Et aujourd'hui, Jean-Michel Aulas milite pour qu'on entende les arbitres. On l'avait déjà fait par le passé en Ligue 1, dans les début des années 2000. Il y avait Tony Chaperon aussi qui avait eu ça. Alors, le concept était certes intéressant, était pas mal, mais pour l'instant pas validé par la FIFA. En plus, je crois que le matériel utilisé à l'époque était très lourd. C'était 2 à 3 kilos supplémentaires. Donc, imaginez quand vous devez courir avec 3 kilos supplémentaires et que vous êtes arbitre, c'est un petit peu compliqué. Et puis, il y a peut-être aussi la modification du comportement des acteurs sur le terrain. Donc ça, il ne faut pas le modifier non plus. Donc il y a tout un tas de choses un petit peu à remettre dans son contexte. Ce n'est pas forcément facile de mettre des micros aux arbitres aujourd'hui, mais c'est la piste que semble privilégier Jean-Michel Aulas pour essayer d'avoir un arbitrage beaucoup plus juste. Moi, je reste persuadé quand même que sur une saison, je pense que les erreurs d'arbitrage, elles se lissent. Voilà. Peut-être que prochainement, c'est nous qui aurons plus de faveur de l'arbitrage. Qui sait? Voilà. Alors bien sûr, vous allez me dire, la VAR, Thomas, ça a été fait avant tout pour réduire le nombre d'erreurs d'arbitrage. Oui, mais on voit que vraiment, c'est à la bonne volonté et c'est à l'appréciation surtout des arbitres qui sont dans la régie de la VAR. Voilà, moi je regrette qu'aujourd'hui on ne voit plus l'arbitre qui demande à voir directement l'écran et se faire une appréciation de lui-même. Ça, je le regrette vraiment. Cette décision de l'arbitre et de la VAR, effectivement, a modifié le cours du match parce que derrière, évidemment, le PSG a égalisé et bien sûr, le rapport de force est carrément inversé et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a été un petit peu fébrile dans les dernières minutes. D'ailleurs, Peter Bosz disait que voilà, il y a cette erreur d'arbitrage manifeste, mais nous n'avons pas bien défendu dans les dernières minutes. Voilà, c'est comme ça, c'est une défaite cruelle. C'est une défaite cruelle, les amis, mais voilà, maintenant il faut avancer tout de même, il faut avancer. On n'a pas le choix. Le deuxième enseignement du match d'hier, c'est qu'on a probablement vu le meilleur match de l'Olympique lyonnais sous l'ère Peter Bosz. Clairement. On a une sorte de montée en puissance et il y a une vraie différence, je dirais, avec le match qu'on a vu contre les Glasgow Rangers en Europa League où on a gagné, en étant extrêmement réaliste dans les deux surfaces, mais on n'a pas vu les séquences de jeu prônées par Peter Bosz. C'était extrêmement brouillon, alors que là, face au Paris Saint-Germain, on a vu clairement les idées, le projet de jeu de Peter Bosz, des choses travaillées à l'entraînement, notamment le but de Paqueta. C'est un mouvement probablement qui a été travaillé à l'entraînement. On a vu aussi des relances assez verticales de la part de Denayer en essayant de sauter des lignes aussi ou de transpercer les lignes adverses avec une passe. On a vu des Lyonnais très bien pressés en équipe, jouer collectif. Peter Bosz d'ailleurs a apprécié le fait qu'on ait pressé très haut. Ce n'était pas forcément facile face au Paris Saint-Germain, mais on a récupéré des ballons hauts. On a été intéressant dans cette démarche collective, sur cette abnégation. Je pense que la plupart des joueurs,
voilà, à quelque chose près, ont clairement élevé leur niveau de jeu sur ce match-là. Et vraiment, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Parce qu'il y a le FC résultat, il y a le FC fond de jeu. Chacun a raison, je dirais. Mais on aurait mérité mieux. Et quand on voit ce qu'a été capable de produire l'Olympique Lyonnais, on peut avoir un petit peu de regret, de la tristesse pour nos joueurs. Vraiment. Parce que sur ce match-là, ils s'étaient donné les moyens de montrer qu'ils avaient progressé dans ce que voulait Peter Bosz. Et ça, pour moi, ça me peine, mais la vraie satisfaction, c'est qu'on a fait un match référence. Ce match référence, on le cherchait depuis le début de la saison. Il y avait quelques progrès. Le match contre Strasbourg était un match abouti. Mais là, le match face au Paris Saint-Germain, parce que, oui, vous affrontez le PSG, c'est l'équipe la plus forte qu'on ait affrontée depuis le début de la saison. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Peter Bosz en conférence de presse. Et c'est pour ça qu'il parle de fierté de ses joueurs. Et je pense que le mot fierté, c'est exactement ce qui m'anime en vous parlant sur cette vidéo. C'est la fierté. J'ai souvent été critique envers l'Olympique Lyonnais. On me l'a reproché, mais j'assume et je continuerai s'il le faut. Mais là, je suis plutôt satisfait et fier de notre équipe, fier de ce qu'elle a montré. Les faits de jeu ont été un petit peu contraires pour nous, ce qui nous a malheureusement plombé. On finit quand même avec 7 joueurs du centre de formation sur la pelouse en fin de match. Donc c'est quelque chose aussi de très important. On a pas mal de blessés, ce qui fait qu'on a autant de joueurs du centre de formation sur la pelouse. Mais voilà, je crois qu'on a montré du caractère contre le PSG. Et c'est quelque chose qui me rend un petit peu optimiste. Un petit peu, j'ai dit. J'ai envie d'être optimiste, mais d'un autre côté, je me pose la question du mental en fait, de nos joueurs. Est-ce que ça ne va pas les plomber? Il y a le match contre 3 qui arrive mercredi. On n'a peut-être pas le temps de cogiter, mais quand même, vous avez des doutes. Parce que quand vous voyez que ce que vous mettez en place n'est pas forcément récompensé, ça peut plomber. Donc, il va y avoir vraiment un travail à faire pour Peter Bosz et tout son staff pour essayer de remobiliser les joueurs en leur disant « Regardez ce que vous avez fait de bien, il faut continuer, on est sur la bonne voie. » Donc, il y a ce travail-là qui va être intéressant à faire pour Peter Bosz. Gros travail. Et c'est là où on verra si ce match-là est un match fondateur et que c'est une défaite encourageante. Oxymore. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, je ne sais même pas si on l'a apprise tellement ce joueur nous éblouit depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais, c'est Lucas Paqueta. Lucas Paqueta, moi qui pensais que c'était un risque quand Juninho l'a recruté après un parcours à l'AC Milan extrêmement chaotique. Depuis qu'il est arrivé, lui n'a cessé de monter en puissance et aujourd'hui, peut-être devenir top 10 européen en termes de milieu de terrain. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de la Ligue 1, voire peut-être le meilleur aujourd'hui. À l'heure actuelle, c'est peut-être le meilleur milieu de Ligue 1. Il a fait une Copa América de dingue. On sent que ce joueur dégage quelque chose. Il y a un truc, il y a de la magie. Il est tellement bien intégré dans ce club, content d'être là, d'être international brésilien et d'être titulaire aussi dans sa sélection. Il y a une émulation qui se fait. Clairement, il est, je pense, dans un état de quasi-trance, Paqueta. Et puis, il n'y a que de la progression. Parce que ce qu'il a fait hier en tant que numéro 10, il y a très très peu de milieux de terrain en Europe qui sont capables de le faire. Et je parle notamment du côté récupération des ballons. Il a récupéré un nombre de ballons assez incroyable. Il a un volume de jeu qui est fabuleux. Et il y a très peu de numéro 10, de meneurs de jeu aujourd'hui qui sont capables de faire des actions défensives comme il l'a fait. Et c'est pour ça qu'il faut lui rendre hommage. Il est au four et au moulin, il est à la passe, il est surtout à la conclusion de l'action avec cette très belle passe de Cartoko et Campi. Il faut le mettre ce but, c'est un golasso. Parce que vous avez en face un gardien qui est en train de prendre ses marques, c'est vrai, au Paris Saint-Germain, mais qui est champion d'Europe avec l'Italie, qui est un gardien qui a une sacrée envergure. Là, il lui met sous le soupirail, il a une vista, il sent bien le coup parce que
Il va tout droit, il va entre les deux défenseurs adverses, il va bien se placer. Sur ce match-là, il est incroyable. Même son jeu de haut but est fou. C'est un joueur aujourd'hui qui impressionne. Qui impressionne et on a du mal à se dire que ce joueur va continuer avec nous pendant 2, 3, 4 saisons. J'ai du mal à l'imaginer rester à Lyon la saison prochaine. Mais j'ai encore cet espoir-là en me disant que ce joueur se sent tellement bien à l'OL. Si ça se passe bien avec Peter Bosz, qu'on retrouve la Ligue des Champions, je suis persuadé quand même qu'il sera fiable, qu'il gardera ses valeurs en tête et qu'il dira oui, je veux aller jouer la Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais. Mais vous savez, ce genre de joueur, on peut très bien, pour un gros club, mettre 50, 60 millions dessus, facile. Et l'OL ne pourra pas refuser, malheureusement. Moi, je le vois bien à Manchester City, je le vois à United, je peux aussi le voir au Real Madrid, je peux le voir dans tous les grands clubs. Il aura son importance. Je le vois même au PSG. Je suis désolé, mais en milieu de terrain pur, je ne vois pas aujourd'hui qui est supérieur à Paqueta dans l'équipe du Paris Saint-Germain. En milieu de terrain numéro 10. Alors vous allez me dire, oh, il y a Messi, il y a Mbappé, il y a Neymar. Ouais, ok. Mais tu peux même le faire redescendre. Tu peux le mettre largement à la place de Ander Herrera ou Gueye. Franchement, parce que c'est un joueur qui va t'apporter de la récupération, qui va se projeter. Il peut jouer de partout. Au milieu de terrain, en attaque, il peut jouer de partout. Je suis même persuadé qu'il pourrait jouer en tant que latéral ou piston. Hein. Franchement, c'est assez ouf. Je crois qu'on on se rend pas compte. On parlait de Memphis Depay, de son aura, de ce qu'il a fait au club. Mais là, pour l'instant, s'il y a un vrai remplaçant à Memphis Depay, c'est Paqueta. C'est Paqueta. Donc je suis très fier de ce qu'il fait aussi. Ce n'est que le début de la saison, évidemment. Mais je pense qu'il va nous être d'une aide extrêmement précieuse sur ce championnat, sur cette saison-là. Quatrième chose que nous avons apprise hier soir plutôt, c'est que Karl Toko Ekambi est en train de monter en puissance. Celui que j'avais dénommé l'impact player, on s'était foutu de ma gueule la saison dernière, qui a raté, c'est vrai, beaucoup d'occasions, mais qui s'en est créé énormément. Quand vous ratez des occasions, c'est que vous en créez. Il n'a pas été en réussite sur le début de la saison. Il a marqué seulement son premier but en toute compétition confondue avec l'OL cette saison contre les Glasgow Rangers. Et quel but, un golasso. Il a joué milieu de terrain depuis le début de la saison. Là, c'est peut-être la première fois où il est aligné en tant qu'ailier de débordement. Et il a fait mal. Il a fait très mal. À Thilo Kehrer notamment. Cette capacité d'élimination en 1 contre 1, c'est ouf. On l'a taillé même dans le début de saison. On a dit, ouais, là, attends, au taquet de but, il n'est pas juste techniquement, etc. Mais moi, je garde à l'idée en tête, surtout que Peter Bosz a dit en préparation, Karl est un joueur intelligent. Oui, c'est un joueur intelligent. Quand il y en a qui disaient, ouais, Shaqiri va arriver, c'est Toko qui va sauter. Non, Toko, il ne sautera pas. C'est comme Dembélé, c'est comme Paqueta. C'est des indiscutables aujourd'hui. C'est des indiscutables dans l'équipe. C'est tout. La prestation hier de Karl Toko Ekambi pendant 65 minutes, c'est du très très haut niveau. Provocation, ailier pur de débordement, parce qu'il a eu ce rôle d'ailier de débordement comme l'aime Peter Bosz, comme l'aimait Peter Bosz quand il était du côté de Leverkusen avec Diaby d'un côté et puis Leon Bailey. Là, il l'a trouvé finalement. Parce que Karl Toko Ekambi, quand il est dans une bonne forme, il est capable de jouer ce rôle-là. Il est auteur d'une super passe décisive. Tout est beau dans ce qu'il a fait. La fixation du défenseur, et puis surtout le momentum de la passe. Parce que la passe, il la met parfaitement dosée et au bon moment. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Donc oui, aujourd'hui, Karl Toko Ekambi, il est indispensable. Par son volume de jeu, par... c'est fou à dire, mais sa justesse technique. Alors, est-ce que ça va durer? J'en sais rien. Mais en tout cas, il reprend confiance. C'est un garçon, je pense, qui est très optimiste, je pense. Il arrive à garder, même quand il y a des critiques, il arrive à rester focus. Et ça,
c'est hyper chouette. Donc, Carl Toko Ekambi vraiment fait une prestation assez incroyable. Et on en est même à se dire, putain, si de l'autre côté, sur l'aile droite, il y avait le même genre de joueur capable d'éliminer, capable de centrer, etc., ça serait ouf. Ça serait ouf. Shaqiri, je suis désolé, il n'a pas du tout ce profil-là. Il ne peut pas faire ce que fait Carl Toko Ekambi. Shaqiri, lui, il est plus ce profil, demi-espace droit, axe, mais il ne peut pas jouer collé à la ligne de touche, déborder, dribbler. Il ne peut pas. On ne l'a pas vu d'ailleurs dans ce rôle-là. Donc c'est peut-être aujourd'hui la bonne surprise de Peter Bosz, en se disant qu'il peut compter sur Carl Toko Ekambi qui est sorti à la 65e minute. Et on a vu un Noël avant avec Carl Toko Ekambi, un Noël après sans Carl Toko Ekambi. Est-ce qu'il est blessé? Ça aussi, c'est quelque chose qu'a sous-entendu un petit peu Peter Bosz. Il a dit tous les changements que j'ai faits, c'était parce qu'il y avait des problèmes physiques. Eh ben, surtout qu'on a cette année un programme qui est oufissime. Il y a de quoi redouter des blessures, ce que redoute vraiment Peter Bosz. Donc Carl Toko Ekambi, vraiment, on va voir s'il reste sur cette lignée. En tout cas, c'est exceptionnel ce qu'il fait sur cette dernière semaine, sur ces derniers 10 jours, je dirais. Vraiment au top, Carl Toko Ekambi. Et puis la dernière enseignement, le 5e enseignement, après ce PSG Olympique Lyonnais, c'est quel match? Quel match pour Malo Gusto. Il a été mis dans la lumière sur ce match. Capacité de contre-attaquant, capacité défensive, même si ça reste évidemment perfectible. Débauche d'énergie, abnégation, détermination, prise de risque aussi, parce que voilà, il a mis le pied quand il le fallait. Et puis, les points noirs de son match, il a tout vécu dans ce match, toutes les émotions. Ce penalty, comme on en a beaucoup débattu, comme je l'ai dit aussi, qu'il n'y était pas. Donc là, coup de massue aussi, même pour lui, mentalement c'est difficile. Et puis, cette mauvaise défense sur Kylian Mbappé, sur le centre et la tête de Mauro Icardi. Il défend mal, il ne colle pas assez Kylian Mbappé. Il a tout vécu dans ce match. Mais, on rappelle que c'est un joueur en post-formation, qu'il a 18 ans simplement, qu'il apprend très très vite. Et quand vous jouez ce genre de match, je pense que vous gagnez en maturité, une maturité express. Vous êtes forcé d'hausser votre niveau de jeu. Et c'est ce qu'il a fait. Moi, je ne suis pas de ceux qui étaient trop sur la hype Malo Gusto. Je ne le suis toujours pas. Je dis juste, calmons-nous. C'est un garçon qui fait des très belles choses en ce moment, qui est en train de prendre confiance et qui est en train de montrer que on a peut-être eu raison de le mettre comme doublure de Léo Dubois. Pour ceux qui disent, ouais, il est largement plus fort que Léo Dubois. N'abusons pas. Léo Dubois, quand même, à ce côté aussi un petit peu rassurant, même s'il a peut-être moins de coffre que Malo Gusto. Calmons-nous. Léo Dubois reste le titulaire du poste et Malo Gusto, sa doublure. Mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est épatant. Épatant, et il faut vraiment louer cette attitude, cette envie vraiment de faire les choses bien et de progresser. Et je pense que Peter Bosz y est pour beaucoup dans l'évolution positive de Malo Gusto. Donc on espère que ça va continuer dans cette veine-là. J'ai vu que Léo Dubois était de retour à l'entraînement, donc peut-être qu'il va postuler sur les prochains matchs. En tout cas, on sait très bien que dans la rotation, Malo Gusto sera important. Voilà. Parce que Léo Dubois, il tient que peut-être 66-70 minutes. Donc lui pourra apporter son coffre physique. Alors bien sûr, maintenant, il va falloir qu'il gagne, je dirais, en instinct tactique, en capacité tactique. Mais je n'ai aucun doute, la marge de progression est énorme pour ce joueur-là. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, sur les 5 choses que nous avons retenues du match contre le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à le commenter, à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou non sur le penalty, sur ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et puis, on vous donne rendez-vous dès demain ou dès mardi pour ceux qui regardent la vidéo après. Il y aura un avant-match puisque mercredi, nous jouerons contre 3. Donc, avant-match, demain soir, ça sera un live, normalement à partir de 21 h. Soyez
au rendez-vous les Gold. Je vous souhaite une très bonne journée, une nuit, après-midi. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Merci en tout cas de votre fidélité. Ciao les Gold, ciao.